Première interview télévisée d'Emmanuel Macron, le grand entretien 5 mois après son élection. Le chef de l'État a justifié ses réformes, un entretien qui a duré plus d'une heure, interrogé par David Pujadas, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot dans le salon d'angle au premier étage de l'Élysée. Benjamin Hamar, responsable de la politique revendicative de la CGT, est avec nous sur le plateau. Bonjour, avant de recueillir vos impressions, voilà ce que disait David Pujadas à la sortie de l'interview hier soir. Nous avons pu vérifier qu'effectivement, sur tout sujet, il était difficile de l'isoler, mais au contraire, qu'il tenait à l'insérer dans une vision d'ensemble. Donc forcément, c'est vrai que ça prend du temps. Gilles est très diplomate. Moi, je dirais quand même un peu de frustration sur certains sujets ou certaines relances, évidemment. Mais voilà, l'exercice doit être tenu. 1h10, 1h10. On rend les clés 1h10 après. Le contrat, quand même, devait être tenu. Voilà, David Pujadas que l'on retrouvera à 8h35 avec Anne-Claire Coudray pour faire un débrief complet. Emmanuel Macron s'est défendu donc d'être le président des riches. Il s'est concentré sur les réformes qui feront baisser le chômage. Avant votre réaction, les mots du chef de l'État hier soir. Est en train progressivement de baisser. Il baissera la plénitude des réformes qui sont en train d'être conduites par le gouvernement. Vous les verrez dans 1 an et demi, 2 ans. Mais pourquoi ? C'est là qu'on pourra juger de la réussite de votre pari économique. Dans 1 an et demi, 2 ans. On ne juge pas l'action du président de la République simplement à un indicateur. Benjamin Hamar, vous y croyez à la baisse du chômage promise par le chef de l'État ? Non, pas du tout. Les ordonnances du point de vue de l'emploi auront le même effet que la loi El Khomri ou que la loi Sapin, que la loi Rebsamen ou que la loi de Nicolas Sarkozy en 2008. Il est avéré que ça casser le code du travail ne crée pas d'emploi. D'ailleurs, le FMI et la Banque mondiale l'ont bien expliqué dans certains rapports. Mais enfin, de manière plus globale, j'ai été assez sidéré par cet entretien. D'abord sur toute la partie communication. Où Emmanuel Macron assume et tient des propos que moi j'ai trouvé inacceptables vis-à-vis notamment... Je fais ce que j'ai dit, ce sont les mots employés. Alors je fais ce que j'ai dit, c'est autre chose, et c'est faux. Alors ça c'est sur le fond de sa politique, c'est pas sur la communication. Sur le fond de sa politique, il dit je fais ce que j'ai dit. Je vais vous donner un exemple. Il avait promis l'augmentation du pouvoir d'achat des fonctionnaires dans sa campagne présidentielle. Écoutez, entre le gel du point d'indice et la hausse de la CSG, les syndicats ont bien montré qu'au mieux on aurait une stagnation du pouvoir d'achat, en aucun cas une augmentation. Donc vous voyez, il a la mémoire sélective. Mais non, mais pour revenir sur l'aspect de la communication, dire par exemple à propos des salariés de GMS, pour qui il avait parlé, qu'il avait qualifié de fouteurs de bordel, dire que par exemple certains bloquent tout, y compris en se mêlant à des activistes violents, mais c'est d'un mépris de classe souverain. Alors Emmanuel Macron a tout expliqué, il a tout justifié, il a invoqué le Larousse, il aurait pu invoquer le Littré en nous parlant du registre populaire pour parler de fouteurs de bordel. En fait, en réalité, il assume ses dérapages verbaux et sa politique de classe, sa politique au service des riches. Ça me rappelle, vous savez, la citation, hein, Errare humanum est, perseverare diabolicum. Alors lui, il persévère, il s'entête, il estime qu'il est dans son droit et à mon avis, le coup politique va être terrible. Je voudrais aussi avoir votre réaction sur sa sortie sur le renforcement du contrôle des chômeurs et la traque, je cite, des multirécidivistes du refus. Écoutez. Il faut qu'on s'assure qu'ils recherchent bien de manière active un emploi, donc il faut vérifier les efforts qui sont faits, et il faut vérifier que ce n'est pas un multirécidiviste du refus. Oui, alors c'est proprement scandaleux, là aussi, cette manière de présenter les gens qui cherchent un travail, d'abord en les criminalisant. Multirécidiviste, vous voyez bien d'où ça vient quand même. Hein. Quand on parle d'un multirécidiviste, on parle de quelqu'un qui récidive dans le crime ou au moins dans le délit. Donc c'est une manière incroyable de présenter les choses, qui est totalement Là aussi, on ne s'étonne pas si Emmanuel Macron se voit coller à la peau l'idée qu'il est un président des riches. Tout, à travers sa politique, où ces mots transpirent cela. Et j'aimerais comparer avec ce qu'il a pu dire, par exemple, sur l'ISF. Il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit effectivement, mais l'ISF, de toutes les façons, grâce à des montages financiers, la plupart des gens ne le payaient pas, citant un article du Canard enchaîné. Et la conclusion qu'il en tire donc, c'est qu'il faut le supprimer. Alors, il est donc dans laxisme incroyable en disant qu'il y a des gens qui ne payaient pas l'impôt sur la fortune, donc on le supprime. Alors là, il est vraiment d'une légèreté, d'une nonchalance et d'une complaisance incroyable. Mais par contre, les gens qui cherchent un travail, il utilise un terme qui est du registre criminel. C'est scandaleux. Justement, on va se tourner vers vous, Claire Fournier. Effectivement, Emmanuel Macron a clairement défendu sa réforme de l'ISF en expliquant hier qu'il ne fallait pas faire
fuir les plus aisés. Est-ce qu'il a bougé? Que faut-il en penser ce matin? Il n'a pas du tout bougé, non. Mais c'est vrai que cette question de la réforme de l'ISF, ça lui a valu cette étiquette de président des riches. Il s'en est défendu, surtout couplé hier. avec la baisse des APL et puis également la suppression d'une grande partie des contrats aidés. Mais il reste assez ferme sur l'ISF. Pour lui, la transformation en impôt sur la fortune immobilière, ça vise à financer l'économie française. C'est-à-dire que lorsqu'on ne paye plus d'ISF, eh bien, on peut investir dans les PME ou les entreprises françaises. Alors là, il a donné des explications parfois alambiquées parce qu'il dit, par exemple, s'ils ne réinvestissent pas dans les sociétés françaises, ils seront taxés. C'est une vraie usine à gaz. Comment est-ce qu'on va vérifier que ces gens dont l'impôt sur la fortune est supprimé vont effectivement acheter des actions françaises? Ils peuvent très bien aller acheter des actions étrangères. Donc il sait que c'est un talon d'Achille, cette réforme de l'ISF, mais il n'a pas le choix que de rester ferme sur ses positions. Déjà, vous savez que les députés La République En Marche ont adopté des amendements pour éviter justement que cette étiquette de parti et de président des riches. Un mot sur cette réforme de l'ISF encore? Non mais alors, elle est de toute façon, que ce soit sur l'ISF ou que ce soit sur la politique de l'assurance chômage ou sur la formation, il a pris un angle très biaisé, il a oublié de dire plein de choses. Rappelons que la France est quand même la championne d'Europe sur la hausse des dividendes aux actionnaires. Donc championne d'Europe. 31% d'augmentation l'année dernière contre 4% en Allemagne. Mais vous savez, il y a quand même un sondage qui est sorti à la sortie de cette émission. Il y a 61% des Français qui n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron. C'est un coup d'épée dans l'eau. Merci beaucoup Benjamin Hamar, responsable de la politique revendicative de la CGT, d'avoir été avec nous ce matin pour réagir donc à cette première interview d'Emmanuel Macron depuis qu'il est chef de l'État. Nous allons continuer évidemment d'en parler, mais d'abord le temps. C'était sur LCI et TF1 évidemment, 1h10 de pédagogie. Emmanuel Macron s'explique, je fais ce que j'ai dit. Cette phrase à elle seule résume tout. Le chef de l'État a certes fait de l'explication de texte de ses réformes, mais il est aussi venu rappeler qu'il n'avait pas l'intention de lever le pied. Moment clé de cet entretien exclusif avec Céla Beaugriou. Emmanuel Macron répond à ceux qui ont été choqués par ces derniers écarts de langage et assume. Le mot bordel, c'est du registre populaire. C'était dans une aparté. Les discours que je tiens en France, en Europe, à l'international, vous les suivez, ne sont jamais de ce registre-là. Puis, le chef de l'État réfute un surnom qui lui colle à la peau ces dernières semaines, le président des riches. Je n'aime pas cette opposition de la société. Moi, je ne crois pas à la jalousie française qui consiste à dire il y a des gens qui réussissent, taxons-les, nous nous porterons mieux. Enfin, il revient sur les questions suscitées par l'attaque terroriste de Marseille, perpétrée par un étranger en situation irrégulière. Je veux être ici intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Ce grand entretien télévisé, le premier depuis son élection en mai dernier, lui permettra peut-être de faire remonter sa popularité auprès des Français. Cet été, elle est passée de 60 à 50%. Et pendant près de 20 minutes, vous l'avez vu hier soir, Emmanuel Macron a essayé de justifier le vocabulaire qui lui était reproché ces derniers temps. Fainéant, cynique ou autre bordel, parler fort au nom du parler vrai, assure le chef de l'État. Il estime être là pour nommer les choses, y compris avec ce qu'il appelle un langage populaire. Et sur ce point, tout le monde ne lui donne pas tort. C'était hier soir pendant l'édition spéciale sur LCI. Sur 60 minutes, on a passé 10 minutes sur les mots blessants qu'il a eu à l'égard des Français. Il aurait pu en parler moins longtemps et tout simplement reconnaître que ces mots ont pu à un moment ou à un autre blesser les Français. Quand il vient dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier, mon département, il explique que dans le Pas-de-Calais, on est alcoolique et déscolarisé, ça fait pas plaisir. Quand il va en Bretagne, il part des illettrés, ça fait pas plaisir. Il aurait pu au moins reconnaître un moment que ces mots avaient pu blesser. Mais est-ce qu'on peut intelligemment lui faire le reproche de manquer d'humanité parce qu'il emploie le mot bordel? Ce ne sont pas des mots qui vous ont choqué, vous, par exemple? C'est dans Rabelais. On ne peut pas juger un homme sur un mot. Je trouve que le propos qu'il a tenu sur ce quai de gare à propos des riens est beaucoup plus grave. Ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien. Parce que là, il y a non pas du vocabulaire, il y a de l'expression de l'être profond. Voilà donc cet extrait de notre édition spéciale hier soir sur LCI. Emmanuel Macron qui fixe également un agenda clair sur les résultats. Le chômage, par exemple, il croit aux premiers effets d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et le chef de l'État de s'attarder tout au long de ses réponses sur le sort des salariés. Formation, droit au chômage en cas de démission, intéressement, il y a des choses à retenir. Pauline Rosenberg. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Toucher le chômage après avoir démissionné, une mesure qui sera finalement encadrée. Celui qui en a assez, on ne va pas lui donner comme ça l'accès au chômage. Mais celui qui, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, a un autre projet, qu'on lui donne la possibilité
de toucher le chômage pour mener cet autre projet. Avoir un projet comme condition d'indemnisation. Ce n'était pas le cas dans la première version. On voit bien que sur beaucoup de sujets, il y a un risque d'une ambition finalement plus mesurée, plus modeste, et donc de cette politique du « en même temps » qui fait qu'on aboutit toujours à des résultats partiels. Pour lutter contre le chômage de longue durée, Emmanuel Macron promet d'investir 15 milliards d'euros dans la formation. On ne peut malheureusement pas faire un lien magique entre l'apprentissage et l'obtention d'un métier. Pour que l'apprenti ait un métier, il faut que l'artisan ait une commande. Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, le président de la République souhaite réformer la philosophie de l'entreprise. Je veux aussi que les salariés puissent avoir leur part de la réussite. Donc être intéressé Et donc au bénéfice. je souhaite qu'on puisse revisiter cette belle invention gaulliste de l'intéressement et de la participation. À ce sujet, il compte lancer un débat pour 2018. Réaction bien sûr et invité de la matinale d'LCI. Il y en a de nombreux invités ce matin. 6h35 dans un instant. Pascal, vous êtes avec Daniel Simonet, porte-parole de la France Insoumise. Notez également que Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des Finances, hier, lors de cette interview, Adrien, la question du harcèlement sur fond de scandale Harvey Weinstein. Première chose à retenir, le chef de l'État, Légion d'honneur, soit retiré aux producteurs américains. Oui, j'ai engagé les démarches pour en effet retirer la Légion d'honneur. En tout cas, j'ai demandé au grand chancelier de l'ordre de procéder à une procédure disciplinaire. Il prendra la décision. Je rappelle qu'un étranger n'est pas membre de l'ordre. Il a reçu la décoration, mais je souhaite en effet, comme ces actes manquent à l'honneur, que nous en tirions toutes les conséquences. D'un point de vue plus franco-français, si je puis dire, on retiendra également la volonté du chef de l'État d'en passer par une loi contre le harcèlement sexuel et par une police de sécurité du quotidien. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes en dit plus ce matin dans le journal La Croix. Émile Abex. Marlène Schiappa en a fait l'une de ses priorités, verbaliser le harcèlement de rue. Je pense que siffler une femme dans la rue ne relève pas du harcèlement, mais que c'est le cas lorsqu'on la suit dans le métro. Dans ce cas-là, le stress, voire l'intimidation est évident. Pour les forces de l'ordre, l'application pose problème, faute de moyens. Impossible de verbaliser le harcèlement de rue sans flagrant délit ou sans témoin oculaire. Hier soir, Emmanuel Macron a donné quelques précisions. La lutte contre le harcèlement, en particulier dans les transports, sera l'une des missions de la future police de sécurité du quotidien. La secrétaire d'État propose également d'allonger la durée de prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs. Je suis favorable à ce qu'il passe de 20 à 30 ans à compter de la majorité de la victime. Enfin, Marlène Schiappa souhaiterait fixer un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent serait présumé comme non consentant à un acte sexuel. Pour ce faire, la loi française pourrait s'aligner sur celle des autres pays européens. Par exemple, l'âge limite est fixé à 12 ans en Espagne, 16 ans en Angleterre. Dans le reste de l'actualité, depuis samedi, les hôpitaux de... Hier soir sur LCI et sur TF1, le grand entretien d'Emmanuel Macron, 5 mois après son élection comme chef de l'État. Il a justifié ces réformes, entretien qui a duré plus d'une heure, interrogé par David Pujadas, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot dans le salon d'angle au premier étage de l'Élysée. Avant de rentrer dans le détail et d'avoir votre réaction, Daniel Simonet, vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Oratrice nationale de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. D'abord, écoutez les premières impressions de Gilles Boulot à la sortie de l'interview. Pas de frustration. On avait prévu qu'il y aurait des impasses, pas volontaires de notre part. Voilà, ça c'est la Bible. Il n'y a pas d'impasse. Enfin, pas beaucoup. Après, c'est une séquence vivante par définition. Donc, si la personne interviewée, le président par exemple, passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie sur les APL ou sur la suppression partielle de l'ISF, je n'allais pas l'interrompre en disant mais attendez, j'ai une question également sur le glyphosate et puis j'en ai également une autre sur les travailleurs détachés. Donc voilà, on aurait pu parler plus de climat, plus d'Europe, voilà, mais c'est la règle du jeu. Et vous, Daniel Simonet, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet grand entretien d'Emmanuel Macron pendant 1h10 hier soir ? Mais écoutez, pendant 1 heure, finalement, on a eu droit au discours du président des riches, confirmé en président des riches. Il s'en est défendu. Il a beau s'en défendre, ça se confirme. D'abord, tout son mépris de classe, il l'assume, il le revendique, voire il en rajoute, parce qu'il n'a cessé à la fois de dénigrer les salariés qui se battent pour défendre leur emploi. La séquence sur GMS est assez hallucinante. Il a dénigré les chômeurs, considérant que finalement il fallait renforcer le contrôle contre les multirécidivistes, comme si les chômeurs étaient responsables de leur situation
de chômage, alors qu'on sait qu'il y a environ seulement 120 000 en même temps, il promet 15 emplois. milliards d'euros pour la formation, Mais vous savez, l'apprentissage également. Le problème, c'est que comme il n'y a que 120 000 emplois qui sont non pourvus par an, ça n'est pas par la formation seulement que l'on peut lutter. Il faut absolument faire une politique de relance de l'activité. Or, il n'a eu aucun mot pour la relance de l'activité, pour l'ensemble de l'économie, que ce soit les petits artisans, commerçants, que ce soit l'industrie. Par contre, il a eu énormément de mots en tant que président des riches pour défendre, soutenir ceux qu'il appelle les premiers de cordée, qui ont, eux, du talent parce qu'ils sont riches. Donc, au passage, il y a une conception, je trouve, une pauvreté culturelle de la part de notre président qui vise à considérer que ceux qui ont du talent sont ceux qui réussissent financièrement. Et les autres, alors? Et les autres n'ont pas de talent dans notre pays? Alors justement, je pense que l'ensemble des travailleurs de ce pays ont du talent. On va écouter un extrait d'Emmanuel Macron. Il faut célébrer les réussites, c'est ce qu'il a dit hier. Écoutez, et leur faire des cadeaux fiscaux. Et on en reparle. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. C'est le fameux ruissellement? Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. La réussite n'est d'ailleurs pas que monétaire ou financière. Il y a des gens qui réussissent dans les arts, dans l'association, dans leur vie familiale. Et je veux qu'on célèbre toutes ces réussites, chacune et chacun. Et ça vous choque, ça? Ce qui me choque, c'est que l'on sait pertinemment que dans la politique de M. Macron, plus de la moitié, par exemple, des baisses d'impôts vont profiter aux 10% les plus riches. Et quand il parle des premiers de cordée, il insiste beaucoup finalement sur son mythe d'extrême néolibéralisme, que finalement ce sont les plus riches qui tireraient économiquement le pays vers le haut. Et donc, puisque beaucoup fraudent fiscalement, il faut les dissuader de frauder. Et pour les dissuader de frauder, il faut supprimer les taxes. C'est toute la logique de la réforme de l'ISF, où ils vont faire des cadeaux de plus de 3 milliards d'euros de cadeaux aux plus riches pour qu'ils arrêtent de frauder le fisc. C'est-à-dire qu'on félicite qui ont remis les fraudeurs. Oui, mais enfin, vous savez, il y a quand même 140 milliards d'euros par an qui sont placés dans les paradis fiscaux par les 3500 ménages les plus riches dans ce pays. Et c'est eux que M. Macron, en président des riches, cajole dans l'émission, tandis qu'il dénigre ceux qui travaillent, ceux qui luttent pour défendre leur emploi. Justement, on va revenir sur sa vision, la vision d'Emmanuel Macron pour lutter contre le chômage. Je vous le disais tout à l'heure, son remède pour lui passe par l'apprentissage ou la formation. Il promet de débloquer 15 milliards d'euros pour cela, pour justement des formations pour ceux qui sont le plus exposés au chômage, les seniors, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, mais aussi les chômeurs de longue durée. Est-ce que c'est une bonne formule pour lutter contre le chômage? Alors, d'abord, sur la formation, il va prendre l'argent où? Et on sait que dans sa réforme, il y a une volonté quand même de casser le paritarisme. Donc, on voit un M. Macron qui, dans sa façon de gouverner, est en train d'essayer de satisfaire tous les rêves de M. Kessler, l'ancien patron du MEDEF, qui disait qu'il faut remettre méthodiquement en cause tous les acquis du Conseil national de la résistance. Donc, le Code du travail, ça c'est fait. Ensuite, il faut s'attaquer au paritarisme et fiscaliser l'assurance chômage. Et ensuite aussi s'attaquer au paritarisme dans la formation professionnelle. Mais surtout, il ne s'attaque pas au vrai problème, qui est comment est-ce qu'on relance l'activité. Les artisans n'embauchent pas simplement. Il peut y avoir des problèmes de formation adaptés, mais c'est surtout, d'abord et avant tout, qu'ils n'ont pas de carnet de commandes. Les entreprises plus grandes, c'est pareil. Or, aujourd'hui, en plus, en matière de formation, M. Macron parle de l'apprentissage, mais il ne parle pas de l'enseignement professionnel initial. Il y a un mépris total pour les lycées professionnels, et d'ailleurs, les moyens financiers ne suivent absolument pas. Or, dans l'apprentissage, il faut savoir qu'il y a un contrat sur 4 qui est rompu avant son terme, et donc il y a bien un véritable problème. Et quand M. Macron donne à un moment donné les chiffres soi-disant excellents d'insertion dans l'emploi après un contrat d'apprentissage, ce qu'il ne dit pas, c'est d'abord un quart de contrat rompu avant son terme, et ensuite simplement 2 tiers qui trouvent un emploi. Donc un tiers qui se retrouve malgré tout au chômage. Juste un mot, on évoquait cette formule qu'il a utilisée, les multirécidivistes du refus. On va l'écouter une seconde et après, vous me donnez votre point de vue. Il faut qu'on s'assure qu'il recherche bien de manière active un emploi, donc il faut vérifier les efforts qui sont faits, et il faut vérifier que ce n'est pas un multirécidiviste du refus. Voilà, donc... Quel mépris. Mais quel mépris. Cette phrase-là est sans doute celle qui m'a le plus scandalisée. Vraiment, je suis en colère parce que les chômeurs sont déjà fliqués systématiquement à Pôle emploi, dans un service public où ceux qui travaillent
sont dans une situation de souffrance au travail parce qu'ils sont en sous-effectif et qu'on ne leur donne pas les moyens de véritablement accompagner et aider les chômeurs. Tout est fait simplement pour les fliquer dans un contexte où il n'y a pas assez d'emplois. Donc il faut relancer l'activité, redistribuer les richesses et faire en sorte que les carnets de commandes reprennent au lieu de culpabiliser les chômeurs. Cette phrase est totalement indigne d'un président de la République, je trouve. Merci beaucoup Daniel Simonet d'avoir été avec nous sur le plateau de la matinale LCI ce matin donc pour débriefer de cet entretien d'Emmanuel Macron. Nous continuons évidemment ce matin. Fabien Amnias qui était dans son regard donc sur cet entretien. Claire Fournier est évidemment là pour son œil écho et Benjamin nous parlera également des réactions sur les réseaux. À tout de suite.